mouvement des 100 fleurs, est encouragé par Mao, avant d'être violemment écrasé. Cette volte-face va lui permettre d'imposer sa vision personnelle du socialisme. Conscient du retard industriel de la Chine, Mao lance le grand bond en avant en 1958. Il s'appuie sur les paysans des communes populaires qui sont réorganisés pour produire des milliers de tonnes d'acier au détriment de l'agriculture. En 1958, il y avait un slogan très connu: dépasser l'Angleterre et rattraper les États-Unis. Mais la véritable intention de Mao était de rattraper l'Union soviétique. Il espérait, par une formidable mobilisation de la population, accomplir en très peu de temps le processus d'industrialisation qu'avaient accompli les Soviétiques en plusieurs décennies et faire de la Chine un pays puissant. La Chine avait été si pauvre. Ils y croyaient. Nos dirigeants étaient des patriotes. Mais ils ont pris le mauvais chemin. Une utopie irréalisable. Éliminer le secteur privé, éliminer la production familiale, manger dans les cantines collectives, ne pas autoriser les paysans à cultiver leur lopin de terre, tout cela mis ensemble a eu des conséquences terribles. Mis sous pression à chaque niveau de la hiérarchie, les cadres locaux mentent sur leur volume de production. Aggravé par la terreur et la violence, le grand bond en avant prend un tour catastrophique et aboutit à l'une des plus grandes famines du siècle. De 20 à 43 millions de morts, selon les sources, entre 1959 et 1961. Un désastre officiellement répertorié comme les 3 années de catastrophe naturelle. Si on cherche les responsabilités de la mort de millions de gens, bien sûr que Mao était responsable en tant que dirigeant du pays. Mais c'est surtout le système, le cumul des pouvoirs. Les travailleurs ne pouvaient pas résoudre les problèmes d'approvisionnement du pays et vivre avec le fruit de leur travail. Mao, dans les années 60, pendant la Grande Famine, a développé l'arme atomique. Comment juger cela aujourd'hui? D'un côté, pendant la Grande Famine, il a affamé d'innombrables Chinois pour développer l'arme atomique. Vu sous cet angle, on ne peut que le critiquer sévèrement. Mais d'un autre côté, vu sous l'angle du développement de la nation chinoise, et comme ont pu le montrer certains documents, les États-Unis projetaient des représailles vis-à-vis de la Chine. De ce point de vue, il fallait développer l'arme atomique pour assurer l'indépendance de la nation. Voilà la contradiction majeure. Mao pensait que c'était la seule façon de parler d'égal à égal avec les États-Unis et obtenir la reconnaissance de sa légitimité. Sur ce point, il faut admettre qu'il a représenté les intérêts de la Chine. Mais la ferveur nationaliste liée à l'existence de la bombe ne suffit pas à faire oublier l'échec terrible du grand bond en avant. En 1961, désavoué par la plupart des vétérans communistes, Mao est obligé de démissionner de son poste de président, tout en restant secrétaire général du parti. Liu Shaoqi le remplace à la tête de l'État, ce que Mao ne lui pardonnera jamais. Fragilisé, Mao Tse-tung accepte le pragmatisme économique d'un de ses anciens compagnons d'armes, Deng Xiaoping, qui n'a d'autre choix que de rétablir la situation économique. Il a malgré tout la confiance de Mao, car il a participé au début du grand bond en avant. Il rétablit la petite propriété individuelle, assouplit la collectivisation de l'agriculture et teste les débuts d'une économie de marché dans quelques villages de la côte. Deng Xiaoping a prononcé alors la phrase célèbre « Peu importe que le chat soit blanc ou noir, du moment qu'il attrape les souris ». Tous les Chinois connaissent cette citation. C'est facile à comprendre. Du moment qu'on peut accroître la production,
et améliorer les conditions de vie de la population, tous les moyens sont bons. On se débarrasse ainsi des solutions idéologiques. On ne veut pas savoir si c'est juste ou pas sur le plan théorique. On regarde d'abord si la production peut s'accroître, si les conditions de vie de la population peuvent s'améliorer. C'est ça le plus important. Ces propos, si l'on veut en examiner le contenu politique, sont extrêmement révisionnistes. Mais nous les avons acceptés. Sa théorie signifie « peu importe qui tu es, tant que tu amènes de l'argent, tout va bien ». Cette théorie est absolument fausse. Je suis un criminel, je vole et je cambriole, mais je gagne beaucoup d'argent. Alors c'est bon? Elle n'est pas juste, cette théorie. C'est le début d'une lutte sans fin entre la ligne de Mao et celle de Deng Xiaoping. À ce tournant de l'histoire chinoise, le pragmatisme prend clairement le pas sur l'idéologie et l'économie redémarre. Pendant 3 années, Mao ne peut qu'accepter la politique libérale de Deng. Mais se sentant vieillissant et mis de côté, Mao veut relancer une dernière fois son modèle de socialisme, considérant ses anciens alliés comme corrompus par le pouvoir et infectés par le révisionnisme soviétique. Pour reprendre le leadership, il doit obligatoirement abattre le nouveau pouvoir mis en place par Deng. Devenu minoritaire, Mao a recours à la mobilisation des masses contre les représentants du parti. Il va s'appuyer sur la jeunesse, qui vient par millions l'acclamer place Tiananmen. C'est Lin Biao, son ministre de la Défense, qui rédige le Petit Livre Rouge et s'assure que tout citoyen en reçoive une copie. Une jeunesse qui voit l'occasion d'attaquer autant la bureaucratie du parti, qu'elle considère comme une nouvelle bourgeoisie, que l'insupportable rigidité de l'institution scolaire. La société avait besoin d'un mouvement politique de grande ampleur, qui la mobilise de bas en haut. Un mouvement qui dénonce l'obscurantisme et purifie la société, pour que tous travaillent au bien commun, pour qu'ils abandonnent les pratiques des marchés libres guidés par l'appât du gain, pour que tout le monde se dévoue à la collectivité, au pays. La révolution culturelle incluait effectivement ce projet, du point de vue idéologique. L'adhésion populaire à la révolution culturelle ne procédait pas seulement de la terreur ou de la soumission, il y avait là une large part de volonté, de conviction personnelle. La forme de démocratie que la révolution culturelle mettait en avant était celle de la Commune de Paris. Quand la révolution culturelle a débuté, j'ai cru au message de Mao qui correspondait à ce que je ressentais, à savoir qu'il fallait lutter contre les bureaucrates. Je me suis donc pleinement lancé dans ce mouvement. J'ai cru, en la thèse de Mao, qu'il fallait que les prolétaires continuent la révolution. C'est ainsi que je suis devenu maoïste.